Quelques rappels sur le comportement tyrannique. Bon, on sait que ça touche l'enfant, au départ, l'enfant et l'adolescent, c'est quelque chose qui va être un comportement agressif, hein, on sait très bien. Je rappelle toute l'agressivité, il va y avoir du comportement manipulateur aussi. Ce qui va caractériser ce comportement, c'est qu'il est un peu particulier, il apparaît surtout dans le domaine familial, il est un peu caché, il apparaît caché. Parce que ces enfants, donc, ils développent ce comportement essentiellement au niveau de la famille, avec une inversion assez caractéristique de la hiérarchie familiale, qui vous a très bien été expliqué dans la précédente réunion, et qui est caractéristique de ce comportement donc très particulier qui existe ici. Évolution insidieuse avec des cercles vicieux, et c'est ça qui le caractérise aussi. On va avoir des cercles vicieux qui vont se passer en raison du comportement, de la réaction de l'environnement, qui va effectivement, on va voir, s'accommoder et il peut amener progressivement au développement de ce comportement tyrannique, même si le comportement tyrannique n'est pas dû à l'éducation. Hein. Ça, on va voir, c'est très important de le dire, mais les critères éducatifs, la manière dont on va agir, va pouvoir être amené à renforcer ce comportement difficile. De l'agressivité, de la manipulation émotionnelle, de la dysrégulation émotionnelle, on verra aussi que c'est quelque chose qui est rapproché au niveau diagnostic du comportement tyrannique. On va retrouver l'intolérance à la frustration, ça qui sera très présente, notamment, on va le retrouver notamment dans le trouble oppositionnel à la provocation ou dans le trouble de l'attention. Il va y avoir une tentation de contrôler ses proches, non-respect des règles et de l'hyper-exigence. Bon, ça, c'est des critères que vous avez dans le comportement tyrannique. Le comportement tyrannique, ça n'arrive pas chez tout le monde. Il y a des facteurs, et ça, c'est très important de le comprendre. Tous les enfants n'évoluent pas vers un comportement tyrannique. Il y a un côté inné. On ne part pas sur la même base au départ. Et tous les troubles du neurodéveloppement, c'est un peu ça. On va avoir un cerveau qui n'est pas tout à fait construit pareil. Ça ne veut pas dire qu'il est anormal. Hein, ce n'est pas une maladie. Mais dans son fonctionnement, il va y avoir des particularités plus ou moins importantes. On va avoir retrouvé le trouble de l'attention, qui est un des facteurs, qui est un trouble, je vous expliquerai, du contrôle. Vous l'interprétez comme un trouble du contrôle. Il va y avoir le trouble oppositionnel avec provocation, qui est une variante. Et surtout, on va retrouver des manifestations très comportementales, très importantes, qui peuvent être dans la famille, mais également à l'école. Hein. Il n'y a pas que dans la famille. Hein. Le top, on va le retrouver partout. Et ça va être effectivement un peu la différence avec le comportement tyrannique qu'on va surtout retrouver en intrafamilial. On va avoir les troubles anxieux également, qui sont des facteurs très importants. Les troubles obsessionnels compulsifs, ça, je vais moins développer ça que la partie TDAH, mais ce sont des facteurs très importants qui peuvent également exister, on va voir, avec les troubles de l'attention. Les troubles du spectre de l'autisme, qui sont aujourd'hui, c'est un domaine un peu particulier. On en trouve beaucoup, beaucoup. On en trouve peut-être un peu trop, à mon goût. Parce avant, on n'en trouvait pas. C'était mal défini, c'était la psychose de l'enfant. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux défini, mais effectivement, il y a une tendance actuelle, effectivement, à identifier des troubles de l'autisme, mais on oublie les diagnostics différentiels avec d'autres troubles. Et il va être important de bien les diagnostiquer. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez particulier, mais il faut probablement mieux redéfinir. Il y aura peut-être une modification d'ailleurs l'évolution des recommandations à ce titre-là pour qu'on précise un peu mieux ce que c'est qu'un TSA, la différence entre Forrest Gump, Rain ou quelqu'un qui a quelques particularités sur la communication émotionnelle ou les interactions sociales, c'est pas tout à fait la même chose. Et je vous parle pas de l'autiste de Canner, celui qui parle pas, qui est toujours en stéréotypie, en comportement restreint et qui lui va avoir pas du tout la même vie que les autres. Hein. Donc c'est vraiment, il y a des grades. Le spectre a tendance à s'élargir. Voilà, je dis, c'est un peu comme James Bond, spectre est partout là, hein, en ce moment, c'est absolument dément. Trouble de la dysrégulation émotionnelle, très particulier, on le retrouve, c'est pas très très bien défini, ça aussi c'est peut-être à préciser, mais on en verra pas mal. Ensuite, les capacités intellectuelles élevées, c'est souvent inné, hein. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous construits pareils, voilà, on ne devient pas intelligent, on n'a pas tous les mêmes billes au départ. Hein. Donc il y en a qui sont effectivement plus équipés que d'autres, et effectivement, ça va probablement être un facteur de risque de certains troubles du comportement. Voilà. Des facteurs de renforcement, c'est un des caractéristiques aussi du comportement tyrannique. On est toujours dans les facteurs, donc dans ces rappels sur le comportement tyrannique, on n'est pas encore dans le TDAH. On a les facteurs environnementaux.
On sait que ces comportements tyranniques peuvent apparaître à l'occasion de maladies physiques, de l'enfant unique. C'est des facteurs qui favorisent. Hein. C'est pas des facteurs, c'est pas parce qu'on a un enfant unique que tout de suite on va avoir un enfant tyrannique. C'est pas parce que l'enfant est adopté qu'on va avoir un comportement tyrannique, mais il va y avoir quelques facteurs de risque qui vont effectivement, des grossesses précieuses, des enfants uniques comme ça, ou adoptés, ça peut être un peu plus compliqué, surtout qu'on verra que dans les adoptions, on peut avoir plus d'enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, surtout quand ces enfants sont adoptés dans des pays où on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et il peut y avoir des facteurs de risque vraiment environnementaux qui vont favoriser l'émergence de troubles 10, de troubles de l'attention. C'est effectivement fréquent. Parents âgés, maladies, pareil, ce sont des facteurs de renforcement. Et surtout, ce cercle vicieux que je ne vais pas redétailler aujourd'hui, mais qui est cette hyper-accommodation, en fait, au comportement de l'enfant. On veut pas qu'il fasse de bruit, on veut pas que les voisins crient, on veut pas qu'il porte plainte, on veut pas avoir une IP. La crainte de l'IP, l'information préoccupante, c'est terrible. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, ça déclenche dans tous les sens. Et moi, je vois des parents, ils sont terrorisés, ils en sont déjà à leur troisième information préoccupante. Ils font tout ce qu'ils peuvent, et effectivement, surtout, faites pas de bruit. Sinon, les services sociaux, l'école va déclencher une IP. Et ça, c'est une terreur, hein, parce que ça aujourd'hui, je pense qu'il va falloir, ça sort du domaine d'aujourd'hui, mais peut-être faciliter la compréhension par les services sociaux du comportement tyrannique et par la justice. Je parle également par les juges, hein, les juges des enfants. Il faudrait qu'ils soient formés sur le comportement tyrannique pour comprendre qu'on ne déclenche pas une IP ou que le bureau de l'enfance en danger soit membre de l'association REACT. Hein. Je pense que c'est important qu'ils aient ces informations-là de manière à pas rentrer là-dedans parce qu'il y a des parents qui se mettent en hyperaccommodation à cause de ça, à cause de ce facteur et c'est terrible. Hein. C'est traumatisant, ça détruit les familles. Hein. Une IP, ça peut être, quand c'est important, que l'information est préoccupante, quand l'enfant est en danger, ok, pas de problème. Mais quand l'enfant a un comportement tyrannique, c'est les parents qui deviennent en danger. Se regrouper, c'est des stratégies. Dans les stratégies de prise en charge, on va avoir l'association. Bravo, bravo donc d'avoir pu réunir tant de monde, hein, parce que c'est important de comprendre. La psychoéducation va être fondamentale. Vous travaillez là-dessus depuis le départ. J'ai revu les réunions que vous avez faites. Et c'est très important, ça va être le plus important. Comprendre comment ça marche. Si on sait ce qui nous attend, c'est plus facile d'y réagir. Apprendre, comprendre, apprendre. Et ça, c'est vraiment dans tous les TND, ça va être très important de pouvoir donner les clés aux parents pour passer de l'enfant qui soit énervé à plutôt du RNV. Voilà, c'est un petit peu l'inverse. Je me suis dit, il n'y a qu'une lettre, c'est pas loin hein, à bouger. Apprendre, ça va être vraiment important. Bon, je ne vais pas détailler le programme de résistance non violente, mais on verra qu'il existe des programmes également concernant les TND, notamment le TDAH, qui sont à peu près pareils, et on va s'appuyer sur vous, les parents. Hein. Ça va être le plus important. C'est là que ça se joue. Le réseau de soutien, les stratégies, bon ça, je ne détaille pas non plus aujourd'hui, la déclaration, le sit-in, tout ce qu'on vous a expliqué sur les stratégies d'action au niveau du comportement tyrannique, qui ne sera pas tout à fait la même chose. On en parlait tout à l'heure avec Susanna sur la différence entre les programmes de type Barclay et les programmes de type résistance non violente, c'est pas tout à fait les mêmes. Et il faudra bien identifier parce que c'est important de ne pas se tromper de programme. C'est compliqué, c'est difficile, et les résultats sont pas toujours à la hauteur. Hein. Il y a des résistances avec l'intensité de l'agressivité augmente avec l'âge. Un gamin de 14-15 ans, c'est compliqué. Hein. Passer à votre programme, là, ça devient vraiment très difficile. Il est de plus en plus opposant. On a vu qu'il y a une résistance de l'enfant au traitement. La majorité à 18 ans, c'est fini. Vous perdez la clé. C'est plus vous qui, l'enfant, il peut vous dire, je fais ce que je veux. Et à ce moment-là, il aura affaire avec la justice, éventuellement, ou avec d'autres clés. Il va peut-être changer un petit peu aussi de cible. Et il y a les refus de prise en charge également. De prise en charge. Il y a l'épuisement des familles. Hein. Vous finissez par être épuisé et surtout par être explosé. Moi, je vois beaucoup de couples qui explosent avec effectivement des problèmes d'aliénation parentale et des parents qui s'opposent. Ah mais non, c'est ta faute si tu as fait ça. Mais non, c'est la tienne, tu fais partie. Ah mais je fais le contraire. Je ne veux pas que tu ailles faire ce programme. Je ne veux pas que tu prennes ce traitement. Je me refuse. C'est terrible. Il y a des explosions au niveau conjugal qui font que c'est parfois impossible
de mettre en place des ateliers ou des prises en charge parce qu'il y a une opposition parentale, chacun se rejetant la faute sur l'autre. Les parents sont complètement épuisés et enfin au milieu, il est content, il manipule tout le monde. Lui, il est très sage, hein, il dit rien, c'est pas moi, c'est mes parents. Ils vont pas. Vous voyez qu'ils font la guerre entre eux. C'est pas moi, c'est eux. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et, il y en a certains non, ici qui sont touchés par ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit. On a des facteurs de risque qui sont connus. Hein, on peut agir dessus tôt. Et on verra que le repérage va être très important par rapport à ces facteurs de risque. On peut les repérer, mais c'est pas tout de les repérer. Si on les repère et qu'on n'en fait rien, là, vous allez être bien embêté. Il va falloir les confirmer, et vous allez voir que c'est pas forcément facile de confirmer parce que ces troubles sont souvent mélangés entre eux. Il va falloir bien les repérer, bien les diagnostiquer pour ensuite mettre en place des interventions adaptées. Parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait les mêmes interventions que vous allez mettre en place. Connu, mis en place, on va voir pour comment, le diagnostic. Les facteurs de risque, on les a vus tout à l'heure. Beaucoup de troubles de l'attention et les troubles apparentés, les troubles du contrôle, les troubles aussi la provocation très fréquents, troubles anxieux un peu plus. Les TOC, les TSA un peu, des facteurs de risque du comportement tyrannique. Ensuite, on va retrouver les capacités aussi intellectuelles élevées qui sont des facteurs de risque très importants par rapport aux troubles du comportement tyrannique. Facteurs de risque, le problème, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que je viens de vous dire, ils sont souvent associés entre eux. Si c'était pur, ça serait simple. Mais le problème, c'est qu'on peut très bien avoir un trouble de l'attention, on va le voir tout à l'heure. Dans les recommandations, ça a bien été précisé. On peut avoir un trouble de l'attention en même temps avoir un trouble obsessionnel compulsif. On peut avoir de l'anxiété. Et puis, on peut finir avec une dépression. Et puis, on peut construire son trouble du comportement tyrannique en même temps. Donc, c'est effectivement extrêmement compliqué. Et puis, on peut avoir quelques éléments de TSA aussi au milieu. C'est pas évident. On peut avoir des tics. Ça peut arriver. Les tics, voilà, ils vont arriver. Comment faire le tri entre tout ça, c'est extrêmement compliqué. Voilà.